Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un atelier JDR, vous êtes sur le bon MJ, ça faisait longtemps. Je suis très content de faire cet atelier JDR parce que je pense qu'il va être super intéressant et qui va un peu répondre à des questions en plus qui reviennent souvent, alors que j'ai déjà traité sous plein d'angles, mais comme tellement de choses sur cette chaîne, j'ai envie de dire, ça évolue tout le temps. Il y a tout le temps des découvertes. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on traiter? Je propose de parler des émotions dans le JDR. Il y a pas longtemps, je demandais, voilà, est-ce que vous avez des idées de sujets pour un live et tout? J'ai décidé de pas traiter ça en live. Et donc je demandais voilà des sujets et il y a quelqu'un qui demandait, alors je sais plus exactement comment il l'avait formulé, mais grosso modo c'était comment faire ressentir des émotions à la table quoi. Et donc cette question elle a déjà été proposée plusieurs fois et je vais vous donner mon état d'esprit actuel, sachant qu'actuellement si vous suivez les vidéos récentes, je suis plutôt moi sur du bac à sable, sur un jeu Shadow Dark qui ressemble quand même pas mal à du Donjons et Dragons hein, concrètement. Et pourtant, je pense qu'il y a de l'émotion. Mais ce qu'il va s'agir de faire dans cette vidéo, ce qu'on va traiter, c'est déjà de quel type d'émotion on parle, à quel point on a du contrôle là-dessus, et comment l'émotion, en fait, s'inscrit dans ma préparation, surtout dans ma préparation, comment ça s'inscrit dans la manière dont je prépare en ce moment. C'est-à-dire de les vidéos, je dirais, depuis, allez, peut-être janvier cette année, voilà, pour vous donner une idée. Donc d'abord, la première chose que j'aimerais dire, c'est que pour moi, un truc dans lequel je crois beaucoup, après, on n'est pas forcément d'accord, hein, il n'y a pas de souci, mais on contrôle pas en fait ses propres émotions, on ne contrôle pas nos propres émotions ni celles des autres, et pour moi, c'est pas vraiment l'objectif. En tout cas, il n'y a pas de 100% en fait là-dedans pour moi. Prendre un exemple concret, je pense que vous avez déjà vu un film plusieurs fois, et il y a certains films peut-être qui vous provoquent régulièrement les mêmes émotions, mais moi j'ai plein d'exemples de films, je les ai vus la première fois, ils m'ont pas touché, je les ai vus 2 ans plus tard, ils m'ont touché. Donc ça veut dire que les choses qui nous touchent, en fait, elles dépendent déjà des circonstances à court terme, c'est-à-dire si je suis fatigué, si je suis pas capable de me concentrer ce soir vraiment sur la partie, etc., que je suis pas très disponible d'esprit. Honnêtement, je doute que c'est pas que je vais pas ressentir d'émotions, mais je vais pas ressentir les mêmes émotions que si je suis parfaitement concentré et disponible tel soir. Ensuite, les événements de la vie, la période de la vie à laquelle je vais voir tel ou tel film, elle va faire écho à des souvenirs qui sont complètement différents chez moi. Il y a peut-être un sujet qui me touche pas, genre je sais pas, peut-être que la maladie, je sais pas, ou la peur de perdre quelqu'un, ou X ou Y, etc. Tant que je l'ai pas expérimenté, j'ai pas beaucoup, mon cerveau il fait pas beaucoup de liens avec d'autres événements de ma vie. Enfin bref, vous comprenez bien que à chaque étape de notre vie, être exposé à la même chose ne va pas provoquer les mêmes émotions. Il y a certains trucs, peut-être des Madeleines de Proust, des choses comme ça où à chaque fois qu'on va y retourner, on va retrouver une vieille émotion, on va les revisiter, mais on n'a pas l'assurance. En gros, il y a pas je fais X, ça provoque Y en termes d'émotion pour moi. Ça, c'est une certitude. Et donc, en fait, en tant que maître du jeu, vous êtes pas certain que ça va marcher, tout simplement. Que si j'utilise telle technique, je vais obtenir telle émotion chez tous mes joueurs qui sont tous différents, etc., etc. Donc, ça, c'est la première chose. Par contre, le deuxième truc dans lequel je crois beaucoup, c'est qu'on vient tous pour vivre des émotions. Ça, c'était l'étape 1, je la gribouille au fur et à mesure. Maintenant, on passe à ça. L'émotion, c'est le but. Tout le monde vient à la table pour ressentir des émotions, mais pas forcément tous la même émotion au même moment, pas forcément les mêmes émotions, et on va pas ressentir la même chose au même moment, mais à la fin, on est tous là pour ressentir des émotions et pour vivre l'immersion. On va pas parler vraiment d'immersion dans cette vidéo, mais je pense qu'on cherche tout ça, et d'ailleurs on entend souvent des gens qui disent ouais moi mon style c'est vraiment de créer du jeu de rôle qui provoque de l'émotion, moi mon style c'est vraiment de créer du jeu de rôle qui provoque de l'immersion, et je pense que dans émotion et immersion des fois c'est un peu des mots valises qui ont un usage courant mais qui représentent pas toujours une vérité bien précise, c'est-à-dire que des fois je vais pas traîner là-dessus, mais des fois, on dit, moi, j'essaie de créer du jeu pour qu'il y ait de l'émotion. Et donc, on met ça un peu dans la catégorie drama, en fait. On dit drama égale émotion. Et donc, si, voilà, c'est des véritables montagnes russes, il y a des personnages qui disparaissent, mon personnage, ses objectifs, sa moralité, etc. sont challengés, ça va créer de l'émotion et tout. Mais en fait, on ressent d'autres émotions. Et c'est peut-être d'autres émotions qu'on vient chercher aussi à la table. Déjà, il peut y avoir l'émotion tout simplement d'avoir réussi à gagner ce combat tactique. Quand on joue à un jeu de société, on vient aussi pour ressentir des émotions, vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, a priori, on vient pas pour du drama. Ou en tout cas, pas pour une fiction dramatique se dérouler devant nous. Donc, on joue tous pour de l'émotion. Et on joue tous pour de l'immersion aussi, je pense. Mais voilà, vous avez compris là où je voulais en venir. On va pas s'étaler là-dessus. Ça, c'était l'intro, quoi, entre guillemets. Ce qu'il faut résumer,
c'est que les gens, ils ne viennent pas tous pour la même chose, et surtout, à expérience semblable, avec une expérience semblable, eh ben, on va obtenir des émotions différentes. Il faut aussi dire qu'il y a certaines personnes, on a pu l'aborder un petit peu dans certaines tables rondes et tout, il y a des gens qui disent, moi je comprends pas ça, je suis pas câblé comme ça, peut-être que ça un jour je changerai, je n'en sais rien. Moi, j'ai jamais l'impression d'être mon personnage. Vous voyez, par exemple, je ressens pas les émotions de mon personnage. Je peux ressentir de l'émotion par rapport à l'histoire, à la limite, ou des émotions méta, genre rire avec les autres joueurs, être triste pour un joueur parce que son personnage a disparu, mais je suis pas forcément triste que mon personnage ait perdu un PNJ, ce genre de choses. Vous voyez, on ressent pas des émotions au même niveau d'intensité non plus. Donc, à expérience semblable, émotions différentes, je pense. Maintenant, on sait que, enfin, je pense quand même qu'on vient tous pour de l'émotion. J'ai envie de vous montrer comment on peut essayer, du coup. En fait, ici, on va pas pouvoir faire exactement quelque chose. On va essayer de faire quelque chose. Je vais vous montrer comment, dans ma méthode de préparation à moi, en tout cas, j'injecte de l'émotion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, le sujet tombe à pic parce que j'ai découvert un mot, en fait, à mettre sur quelque chose que je faisais, que je n'avais pas, et ça m'éclaircit énormément et ça va m'aider à vous l'expliquer. Donc, ce que je disais dans des vidéos précédentes, c'est que moi, maintenant, quand je prépare mes parties, je me focalise principalement sur des lieux, des personnages, des conflits et des objets, quoi, grosso modo, parce que en ce moment, je suis plutôt dans du bac à sable, et donc en fait, je vais simplement créer des éléments, les spatialiser et voir comment mes PJ interagissent avec. Mais quand on voit ça, on peut se dire que c'est très aride, et je pense que c'est comme ça qu'il y a pas mal de gens qui l'ont interprété. Il y a des gens qui pensent que quand je change comme ça ma méthode de préparation, en fait, j'abandonne l'émotion, que c'est plus un truc qui s'intéresse au personnage, qu'on est... alors peut-être que je prête des intentions à des gens, mais c'est ce que j'ai cru comprendre à travers les commentaires, mais je pense qu'il y a des gens, quand ils voient ça, ils se disent « Ah, ça fait... jeu vidéo, ça fait Minecraft, je ne sais pas quoi, ça fait le bac à sable, en fait, c'est pas la recherche de l'émotion, du drame, etc. » En fait, effectivement, c'est pas la recherche directe de l'émotion, du drame, etc., mais ça peut le provoquer. Et en fait, je vais ouvrir un petit peu, vous voyez, ça c'était la vidéo sur la granularité, c'était les plus petits éléments un petit peu pour préparer la partie, lieu, personnage, conflit, objet. Et maintenant, il y a un nouveau plus petit élément sur lequel j'ai mis un mot, c'est j'avais pas, alors là c'est un mot anglais du coup, c'est les story beats, ou les moments, en quelque sorte. Et je sais pas trop comment le traduire en français. Allez, on va essayer de se trouver un nom bullshit. C'est toujours bien d'avoir un petit nom bullshit, non? On va dire des moments, en fait. Des moments, c'est très bien, en fait. Ça marche en français aussi. Donc les moments, c'est aussi des choses qu'on va essayer de réfléchir. Tout comme nos lieux, nos personnages, nos conflits, etc. Donc ça, le mot moment, il me vient de... Alors j'avais vu une vidéo, je sais... Honnêtement, je regarde tellement de vidéos. Donc là, je sais plus du tout vous dire la source. J'avais vu une vidéo d'un mec qui parlait de story beats, donc ça, c'est plus des techniques de storytelling, je pense. Mais le mot moment, je l'ai plus récupéré d'un mec qui parle de game design, notamment de donjons, c'est Cersa Victory. Donc voilà, je donne mes sources. Il a créé plusieurs cours. Parfois je regarde Je télécharge énormément de PDF avec des gens qui expliquent comment ils font leur truc et tout. Lui, il a fait un petit cours un peu sur le dungeon crawling. Vous cherchez Cersa Victory, Story... Comment c'est? C'est Storytelling collective, peut-être. Un truc comme ça. Et voilà, il explique ce concept-là que je trouve très intéressant. Je l'ai découvert via Shadow Dark, d'ailleurs, via le Discord officiel de Shadow Dark. Et en gros, qu'est-ce que c'est des moments? Eh ben, c'est des petits bouts d'émotion. Vous voyez, lieu, personnage, conflit, objet, c'est des petits bouts d'univers. Quoique les conflits, on pourrait dire que c'est des petits bouts d'histoire, d'une certaine manière. Les personnages, les lieux et les objets, c'est des petits bouts d'univers. Et les moments, c'est des petits bouts d'émotion qu'on essaie de créer. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas... ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Pour qu'ils existent dans le bac à sable, en fait, c'est à travers des objets, à travers des conflits, à travers des personnages, à travers des lieux que vont se créer ces moments. Mais c'est à travers des interactions entre ces choses. Donc, je sais, pour l'instant, c'est un petit peu flou, mais je vais vous en proposer plusieurs. Donc, il y en a certains qui viennent directement de Cersa Victory, mais j'en ai ajouté d'autres. Je crois qu'il y a le A et le... Je sais plus. Le A, c'est sûr, ça vient de Cersa Victory. Mais je me suis amusé à faire une liste en suivant ça. Lui, il en cite 21, moi, j'en ai fait d'autres ici. Donc moi j'ai le what the fuck qui est une émotion, vous voyez, le ah c'est une émotion, c'est des emojis. C'est des émotions simplifiées, c'est des tout petits trucs qu'on essaie de provoquer. Ensuite il y a le aïe aïe aïe, le aïe 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 c'est mieux, ou ah comment on fait le stress avec un bruit, aïe 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 on va dire. Ça c'est pas mal. Il y a le ouf.
Il y a le yes. Alors, c'est pas une liste exhaustive, c'est ceux que j'ai trouvé intéressant de vous expliquer. Il y a le ho. Et il y a chaleur. J'ai pas trouvé de nom. Le J'essaye de créer une sorte de nomenclature débile, mais je vais vous expliquer. Ok. Donc, en fait, ça, c'est des trucs que vous essayez de provoquer. C'est des émotions. Attention, un autre truc à préciser que vous provoquez chez vos joueurs, pas chez les personnages, en fait. Donc le ah, c'est ah, j'en étais sûr. Ah, d'accord, je comprends mieux. C'est je comprends, j'en étais sûr. Et ce truc-là, comment est-ce qu'on le provoque? C'est ce moment où il y a une enquête, par exemple, et les PJ rassemblent des indices, à un moment donné, boum, ils mettent le doigt sur le truc. Ou c'était, vos PJ, ils voient, par exemple, un pattern qui revient plusieurs fois dans la campagne, par exemple, un symbole, et un jour, boum, ils retombent sur ce symbole, mais d'une manière différente. Par exemple, dans la Shadow March, si vous suivez la Shadow March, il y a souvent le tatouage du serpent qui revient, et à un moment donné, on arrive dans un temple, et là, c'est une statue de serpent qu'on voit. Et donc là, on se dit, ah, ça a un lien avec le truc, vous voyez? Et ça, comment on provoque ça? Avec le foreshadowing. Donc le foreshadowing, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. C'est l'idée que vous avez envie qu'il y ait des patterns, qu'il y ait des trucs qui reviennent, et ça nécessite pas un enchaînement d'événements, le foreshadowing. Vous voyez, c'est là où on peut rester dans notre technique bac à sable. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez le serpent comme motif dans votre campagne, eh ben, vous pouvez avoir le serpent dans des lieux, vous pouvez avoir des personnages qui sont liés au serpent, des conflits qui sont liés au serpent, des objets qui sont liés au serpent. Et en fait, peu importe l'ordre dans lequel on va découvrir ces éléments liés au serpent, le moment où on va revoir le motif du serpent apparaître, ça va nous faire cette sensation de « Ah !» Ah yes, on a enfin compris. Ah, je m'en doutais, qu'on finirait par tomber là-dessus. Ah, mais en fait, c'était pas un truc complètement hasardeux, cet objet magique avec un serpent dessus, il y en a plusieurs. Vous voyez, c'est cet effet-là qu'on essaye de retrouver. Et c'est une émotion qui va être chez le joueur et qui est cool. Donc ça, c'était le A. Maintenant, il y a le what the fuck. Donc là, c'est des contrastes haute intensité, basse intensité. C'est trop gros à écrire, donc je vais écrire contraste intensité. Ça, j'en avais parlé, il me semble, dans ma vidéo sur le rythme ou dans une autre vidéo sur l'émotion. Je crois que j'avais fait une vidéo qui s'appelle, si vous voulez aller voir, où il y a un peu cette même idée de story beats, mais où j'avais pas encore mis le mot dessus. C'est vraiment une question de varier les situations. J'avais déjà parlé de ce contraste d'intensité, donc j'essaierai de mettre le lien dans la description. Si j'ai oublié de le faire, vous pouvez me le demander dans les commentaires. En gros, l'idée, c'est que s'il y a un moment de calme, il y a un moment moins calme après. Donc ça veut dire que quand les PJ arrivent dans un lieu, par exemple, pour rester dans le bac à sable, ils vont arriver et pour l'instant, il y aura des indices potentiellement d'une situation en cours. Et ensuite, boum, cette situation va exploser. Si par exemple, ils touchent à un objet, boum, ça active le piège. Si ils entrent dans une pièce particulière du donjon, boum, à cet endroit-là, il y a un monstre énorme. Vous voyez, c'est le contraste entre, par exemple, un combat facile, un combat difficile, une accalmie, un événement qui vient frapper. Et ça, vous pouvez le garder dans du bac à sable. C'est pas forcément une question d'événements qui se succèdent. C'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'écrire à l'avance un scénario dans lequel on a, comme par exemple dans pas mal de jeux vidéo linéaires, des courbes d'intensité ou des courbes de circuit récompense, frustration. On n'est pas dans ces trucs-là, en fait. C'est juste, en fait, le meilleur moyen de faire ça sans devoir tout scripter, entre guillemets, je trouve, c'est de laisser les joueurs à leur rythme, comme ils veulent. Mais, donc ça, on va dire, c'est le cardio de la partie, entre guillemets. Les PJ peuvent décider par eux-mêmes d'aller à un endroit où le cardio va être élevé, d'aller à un endroit où le cardio va être bas, parce que vous avez prévu des endroits à haute intensité, à faible intensité. Par exemple, s'ils vont dans le temple, dans la Shadow March, ils peuvent tomber sur le dragon, un truc qui est beaucoup trop haut niveau pour eux. Et s'ils vont dans un autre lieu pas si loin que ça, c'est un lieu beaucoup plus accessible pour eux, par exemple. Et ils doivent pas avoir forcément d'indices de ça, etc. Ça doit pas être, on choisit à la carte notre intensité, mais il y a des lieux de différentes intensités. Le deuxième outil que vous avez en dehors des lieux, c'est si par exemple vos PJ ils restent longtemps à rien faire, là vous pouvez avoir littéralement ce que je désigne comme étant pousser un événement. Quelques événements à pousser pour venir chambouler. Mais plutôt des trucs que vous gardez dans votre poche, vous voyez, des événements que vous venez balancer au moment qui est nécessaire, plutôt selon moi que juste scripter en fait les scènes consécutivement. Ici ce sera une selve calme, ici ce sera une selve pas calme, etc. etc. Donc le niveau d'intensité, ça peut tout simplement être lié entre guillemets au niveau d'adversité. Et le niveau d'adversité, eh ben, vous pouvez le spatialiser en fait dans votre bac à sable sans avoir à décider quand est-ce que ça arrive. Ensuite, il y a le aïe 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 et le ouf. Ils vont un peu ensemble. Le aïe aïe aïe, c'est annoncer les conséquences. J'aurais pas dû écrire la liste comme ça, j'ai pas la place. Mais c'est vous m'écoutez de toute façon. En gros, ça se joue sur le jet de dés. Mais en fait, le aïe aïe aïe, c'est avant et le ouf, c'est après, entre guillemets.
Que le ouf, c'est pas forcément... les deux ne sont pas forcément liés au jet de dés. Mais en gros, le aïe aïe aïe, c'est l'idée que lorsqu'il y a une situation, vous appuyez les conséquences que pourrait avoir une action avant qu'elle soit réalisée. Par exemple, le PJ décide d'attaquer le troll, et là je lui dis, ok, t'attaques le troll, sa classe d'armure est de 18. Là, il se dit, mon jet de dés, il est chaud en fait, tout simplement. C'est le fait de... Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand moi je vais dire, ok, le troll va t'attaquer, il a plus 5 en attaque, donc il a de grandes chances de te toucher, je vais balancer ce jet de dés, si t'es touché, tu vas prendre, je sais pas, 3d6 dégâts. Et là, le joueur, il fait... Il retient sa respiration, il se dit aïe aïe aïe. Et en fait, ça c'est le fait, pour provoquer ça, je trouve ça assez simple personnellement. Il faut jouer en transparence. On en a déjà parlé plein de fois. Vous jetez les dés autant que possible devant les joueurs. Alors des fois, moi j'avoue, en distanciel, des fois j'oublie parce que je préfère jeter mes dés à la main en fait. Et donc les joueurs le voient pas nécessairement. Mais en général, j'essaye d'annoncer ce qui va arriver. Par exemple, je sais pas, je leur dis... cette arme-là, l'attaque de tel personnage, c'est 4 des 4 explosifs, c'est parti. Je leur dis en fait l'enjeu, les conséquences que ça va avoir. Et comme ça, il y a un moment de retenue comme ça. Et c'est pas forcément sur des jets de dés, hein. Je pense sur des jeux où jetez moins les dés ou je sais pas. Ça marche aussi en fait. C'est juste annoncer un moment où il va y avoir... annoncer quand il va y avoir une action décisive et prendre le temps d'appuyer l'attention, de marquer l'instant. Pas enchaîner les jets de dés vite fait en cachette et juste délivrer le résultat des actions. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le ouf, c'est justement la conséquence, quoi. Quand on s'est sorti d'une situation difficile. Donc pour provoquer le ouf, il faut qu'il y ait des vrais enjeux. Donc ça revient un petit peu au même, je trouve que c'est lié à la transparence. Le aïe aïe aïe, c'est plus en amont, et le ouf, c'est ouf, on s'en est sorti. Et pour que ça marche au mieux, selon moi, il faut que les PJ ressentent en fait le fait que vous êtes pas là juste pour leur sauver la mise. C'est comme ça que je le vois, moi. J'ai beaucoup de mal, personnellement, en tout cas, moi, à me dire... Ouf, bah c'était chaud cette situation, si je sais qu'on est dans un jeu où on va pas pouvoir perdre, etc. Il y a des gens, peut-être, ils arrivent à ressentir ça, mais cette émotion-là, moi, je vais la perdre dans un jeu où je sais que je peux pas échouer, où on est que dans le oui mais. Hein, parce que je parle souvent du oui mais dans beaucoup de vidéos, le oui mais, on pousse l'histoire en avant et tout. Moi, je garde du non dans toutes mes parties, et le non, c'est on peut perdre. Donc voilà. Ensuite, il y a le yes. Ça, je dirais que c'est une corollaire aussi d'une émotion qu'on peut ressortir qui vient aussi des enjeux, en fait. Tout ça, en fait, je me rends compte que c'est différent, hein. C'est vraiment des émotions différentes, mais c'est un peu lié à la même chose que les actions aient des vraies conséquences, c'est que les enjeux soient réels et la plupart du temps assez forts. Réduisez le nombre de jets de dés, mais faites que chaque jet de dés est important, que chaque décision est importante. Ça, je pense que c'est assez cool. Et le bien joué, je pense, c'est encore plus lié au fait qu'il y ait du challenge. Et c'est aussi, le yes, c'est aussi la récompense. Je dirais que le ouf, c'est ouf, on a évité un danger. Et le yes, c'est yes, on a été récompensé. Donc le yes, c'est aussi une sensation que les joueurs vont ressentir si quand ils font des plans et que leurs plans fonctionnent, vous venez pas, vous, par souci de storytelling, quand leur plan se passe trop bien, leur mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, c'est typiquement, il y a un combat contre un boss et les PJ s'en sortent trop bien et vous, en fait, vous augmentez les points de vie en cachette. Ça, pour moi, ça enlève du yes parce que sur le moment, les PJ, alors peut-être que vous allez très très bien le cacher, mais vous connaissez mon avis là-dessus, mais en fait, si vous êtes transparent, ça va être encore plus fort. Et peut-être que le combat, il va avoir un côté anti-climatique sur le point de vue fictionnel, en fait, qu'on aura battu le boss très facilement alors qu'on s'attendait à ce que ce soit ultra chaud. Mais le yes, en fait, il va faire exploser de rire tout le monde et tout le monde va être content. Et si en plus derrière, eh ben, on a une grosse récompense, on va dire en termes, là, littéralement, pas seulement fictionnel, mais aussi peut-être une montée en niveau, quelque chose comme ça, si votre jeu permet ça, incorpore ce genre de mécanique. Le yes, c'est aussi le yes, je monte en niveau, yes, j'ai enfin un trésor. Et donc, c'est lié à la fois au challenge que vous allez mettre en face de vos joueurs, mais aussi à l'attrition, à la scarcity. C'est-à-dire que si à un moment donné, pendant une partie de votre campagne, vos joueurs sont très pauvres, par exemple, qu'ils ont très peu de moyens matériels et que c'est très difficile d'avoir du bon équipement et tout, le jour où, yes, ils finissent par battre ce foutu boss et par obtenir un trésor de fou et que ça change un peu la dynamique de l'histoire et qu'on sent qu'on a une vraie progression, qu'on passe à quelque chose d'autre, maintenant on est riche, les enjeux vont plus être les mêmes, on va avoir des ennemis différents et des problèmes différents. Le problème, ce sera plus de comment on fait pour se débrouiller avec un caillou et une brindille. Maintenant, on a des moyens, mais il y a des nouveaux challenges, il y a des gens qui veulent nous voler nos trucs, et il y a des gens encore plus forts à affronter, et on va devoir utiliser nos moyens pour les battre, etc. Mais voilà, on sent qu'on a passé une étape, qu'on a accompli quelque chose, qu'on l'a mérité, que c'est pas le MJ qui nous l'a offert, et que c'est vraiment notre chance au dé et nos stratégies qui ont payé, c'est ça pour moi, le yes. Maintenant, il y a le ho, ho, ah. C'est le AO, c'est pas juste le A.
Le A, c'était ouah, en fait, ça, c'était lié à ceci, on découvre quelque chose. Le AO, là, c'est plutôt, je dirais, la capacité que vous allez avoir à toujours proposer quelque chose. Et ça, je pense que c'est un des effets les plus forts du bac à sable, ou de votre capacité à improviser. Mais la sensation pour les joueurs qu'à chaque fois qu'ils vont quelque part, etc., il y a quelque chose. J'ouvre la porte d'une maison, et ben boum, il y a un PNJ, il a une personnalité. Si je veux, je peux visiter sa maison. Il y a peut-être un secret à découvrir. Le fait d'avoir des choses en quantité à préparer, c'est ce dont je parlais un peu dans ma dernière vidéo sur le style de MJ, le rôle de MJ, etc. Moi, un des trucs que je préfère provoquer comme émotion chez les joueurs aujourd'hui, un des feedbacks que je préfère avoir, c'est celui de, on a vraiment l'impression que le monde existe autour de nous, qu'on peut faire, qu'on a une grande liberté et qu'il y a un peu des trucs partout à faire. Bah, pour moi, c'est ça le ah-ho, c'est ah, il y avait vraiment un truc là, quoi. J'étais allé là-bas un peu au pif en me disant, il y aura rien, et en fait, il y a un truc. Plus qu'une émotion, je dirais que c'est une sensation, en réalité, c'est une sensation de verisimilitude. Et c'est pas si compliqué à faire, je pense, et c'est pas si comment dire, non, c'est juste ça. C'est pas si compliqué à faire que ça. En fait, vous voyez, je pense que il y a un peu quand vous êtes prêt à improviser dans les zones de vide ou que vous avez préparé des petits trucs un petit peu partout qu'on peut trouver dans une ville, par exemple, vous avez créé des magasins et en fait dans chacun de ces magasins il y a un petit détail rigolo qui fait qu'on sent que ce magasin il est un peu pensé. Vous voyez par exemple. Ça va pas faire que vos PJ vont commencer à vouloir faire du shopping et à ouvrir toutes les maisons de la ville, vous voyez. Ça, ce serait vraiment une manière complètement méta de tester le truc. Je pense pas que ça va provoquer ça et que vous ayez qu'il faille avoir peur du coup que derrière vos PJ ils vous challenge tout le temps sur ce côté bac à sable en fait. C'est par moment, de temps en temps, ils vont faire un truc et c'est là où vous allez les surprendre et provoquer le ha ho. Vous voyez, je ferai un parallèle avec des jeux par exemple comme les GTA. Vous voyez dans les jeux un peu GTA, les jeux où il y a un système de police et tout, bah il se peut qu'à un moment donné le joueur effectivement il teste le système de police et que ça augmente son immersion et sa verisimilitude de se rendre compte que ce système de police est présent, que ça existe. Genre, j'attaque des gens dans la rue. Ah, le monde réagit et il y a vraiment des gardes qui viennent m'arrêter, vous voyez. Une fois qu'il aura fait ce test-là, il va se dire « Ah, c'est bien fait » et ça va augmenter sa capacité à s'immerger dans le jeu, je pense, et son impression de verisimilitude. Pour autant, ça va pas forcément faire qu'il va faire que ça. Il sait que ça existe, il sait que c'est possible, mais il va pas tester ça tout le temps. C'est comme dans, je sais pas moi, Baldur's Gate 3. Quand je me promène dans la ville dans Baldur's Gate 3, je vais cliquer sur les petits PNJ qui servent à rien, et quand je vais cliquer dessus, ils vont avoir une voice line. Ils vont avoir une ou deux phrases préenregistrées où ils me disent un truc, ces PNJ. Ça augmente mon immersion, mais derrière, ça va pas faire que mon comportement de joueur induit, ça va être de parler à chacun des PNJ, vous voyez, que je croise. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont faire ça, peut-être, mais je pense que c'est pas la majorité des gens. Par contre, ça va augmenter mon immersion de savoir qu'il y a ça, parce qu'à l'inverse, il y a des jeux où il va y avoir toute une foule autour de moi, mais cette foule ne pipe pas mot, ne réagit pas à ce que je fais. Ça va réduire mon immersion. Et donc en fait, avoir des billes dans votre bac à sable, des lieux en trop, entre guillemets, des lieux qui font pas partie d'une histoire particulièrement, genre on arrive dans l'auberge, 2-3 PNJ sous la poche, genre typiquement quand mes joueurs sont arrivés à Tarasco, j'avais 2-3 PNJ sous la poche qui honnêtement n'avaient pas énormément d'intérêt pour moi pour la suite, j'avais pas pensé en amont, genre l'aubergiste Grisette, il avait un petit secret à découvrir, mais c'est tout. Il y avait le vendeur du magasin d'artefacts qui est là, qui est dans l'auberge, et si un de mes PJ fait « Oh bah je vais parler à quelqu'un à une table », hop, j'ai mon vendeur de magasin d'artefacts, et qui se dit « Bah voilà, je m'appelle Corvin, je viens de Pagore, je vends un peu des trucs, mais il faut dire que les affaires roulent pas trop en ce moment, passez dans mon magasin si vous voulez ». Et puis quand on passe au magasin, bah, il a 2-3 objets un peu inédits, vous voyez. Et c'est pas j'ai créé 1 milliard de magasins, etc. Mais il y a quelques trucs bien préparés que je vais pouvoir un petit peu pousser, un petit peu mettre en avant. Et si ils vont vraiment dans des endroits que j'avais pas du tout prévus, je vais pouvoir me reposer sur mon improvisation, évidemment. Et en fait, ça va créer, je pense, peut-être pas une émotion, mais un sentiment de verisimilitude. Ensuite, il y a l'émotion s'attacher au personnage, l'attachement. Moi, pour créer l'attachement, je dirais qu'en fait, vous voyez, créer la peur, créer la tristesse, créer la joie, etc. Je pense que ça ne se provoque pas sans avoir créé l'attachement et la confiance. Honnêtement, je pense que en tant qu'être humain, on est tous différents, certes, mais il y a des choses qui sont quand même assez générales. Il y a peut-être des exceptions, mais il y a des choses qu'on retrouve souvent. C'est qu'en fait, on est bien plus préoccupé par ce qui nous concerne. Et c'est pareil pour les joueurs et leurs relations avec les PNJ, etc. dans l'univers. Et c'est assez difficile de créer ça de manière artificielle. Il y a peut-être des gens qui vont être très attachés à des PNJ dès le début, mais je pense que c'est sur le long terme que ça va se créer. Et pour moi, pour créer l'attachement, ce que j'ai appelé la chaleur, il va falloir jouer les scènes du quotidien. On en a parlé dans la table ronde sur jouer la romance.
Il va falloir aussi que le PNJ revienne souvent. Il va falloir que le PNJ soit facile à mémoriser. Donc ça veut dire donner un trait de caractère assez fort au PNJ, même si on va pouvoir lui donner de la subtilité au fur et à mesure, que les PNJ soient assez identifiables et tout de suite un truc qu'on ressent en eux. Par exemple, ce PNJ est très téméraire. Ça, c'est la princesse Brimin, la naine dans la Shadow March. Elle a un trait de caractère. Calcas, on voit que c'est un personnage torturé. Donc il y a à la fois le côté, ils ont un très fort, un truc qui transparaît d'eux tout de suite. Donc ça, vous pouvez le faire dans un bac à sable. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé de créer des personnages ultra complexes et de les mettre en avant à travers des scènes que vous avez prédéterminées à l'avance. Vous pouvez juste créer des personnages avec un trait fort. Et si on venait à re-rencontrer ces personnages dans le bac à sable, plus tard, dans le désordre, peu importe qu'on les rencontre d'ailleurs, vous ferez évoluer légèrement ce trait, vous lui ajouterez un deuxième trait qui viendra de l'évolution. Vous vous dites, bon bah, depuis la dernière fois qu'ils l'ont vu, qu'est-ce qu'il pourrait avoir fait ce personnage? Il pourrait lui être arrivé un truc. Vous pouvez même le tirer aléatoirement. Vous voyez, si ce personnage, vous n'y avez pas trop songé, vous tirez aléatoirement un truc. Là, je tire une carte, c'est écrit motivation, vivre à la cour. Bon bah, la dernière fois, ils avaient vu ce boulanger qui, honnêtement, voulait juste vivre sa vie tranquille. Maintenant qu'il le retrouve, je tire motivation, vivre à la cour. Qu'est-ce qui a pu le mener à vouloir vivre à la cour maintenant? Bah, peut-être qu'il a perdu tous les siens et que il s'est dit, bah, je vais essayer de me refaire une vie dans la haute société. Je sais pas. Et en fait, le fait d'avoir un personnage bien identifiable, mais d'avoir un petit changement chez lui quand on le rencontre plus tard, ou de montrer une autre facette de lui, ça va l'humaniser. Et le fait d'avoir plusieurs fois une exposition à ce personnage et peut-être de jouer des scènes du quotidien avec ce PNJ, ou entre PJ aussi, hein, ça marche aussi avec les PJ pour créer de l'attachement dans le groupe, on s'attache de plus en plus au personnage au fur et à mesure que la campagne avance, c'est ça qui va créer de l'émotion dans les autres scènes. Et en fait, vous aurez plus tellement, à mon avis, si vous voulez mon avis, besoin de créer une scène d'émotion, de réfléchir en amont à là je vais faire une scène où il y a un PNJ qui meurt, là je vais faire une scène où il y a X, là je vais faire une scène où il y a Y. Vous allez juste laisser jouer les joueurs et comme vous allez être transparent avec les dés, créer des enjeux, etc., il va peut-être y avoir des PNJ qui vont disparaître. Il va peut-être y avoir des moments comme ça de trahison, etc., qui vont arriver organiquement, ou par le jeu du hasard, ou par les dés, par juste les interactions avec l'univers, en fait. Vous n'aurez pas besoin de les prévoir à l'avance pour créer de l'émotion. Ce qui va faire que ces scènes vont créer de l'émotion, c'est qu'entre-temps, il y aura eu de l'attachement créé. Donc si je devais résumer cette petite liste, pour moi, il y a 4 trucs, là, rapidement, que vous pouvez utiliser tout de suite. C'est ces moments, c'est le foreshadowing. Tous vos éléments, ils n'ont pas besoin d'avoir une connexion temporelle entre eux. C'est pas tel lieu mène à tel personnage qui mène à tel conflit qui mène à tel objet. C'est juste, ils sont connectés à la même chose et ça va créer un motif, des rappels et ça va créer du foreshadowing. J'ai rencontré un personnage qui était druide du cercle de l'œillet. Et plus tard, j'entends une histoire sur les druides du cercle de l'œillet. Je me rappelle qu'il y avait un personnage druide du cercle de l'œillet il y a 7 séances. Et là, ça m'a créé une sorte d'effet. Waouh, en fait, les choses sont connectées. Et ça va me créer l'effet. Ah, ok. Ça, c'était le premier truc. Ensuite, l'effet what the fuck, c'est vous créez des personnages, des objets, des lieux avec différentes intensités d'adversité. Et en fait, on va passer du petit village tranquille. Hop, j'entre dans une cave par hasard, hein, complètement par hasard dans le bac à sable. J'entre dans la cave du meunier et là, il y a une goule. Changement d'intensité totale. On était dans un endroit pastoral tranquille. Il y a un monstre horrible dans la cave du mec. Contraste d'intensité. Là, c'est le moment what the fuck. Il y a un truc ici qui est un petit peu lié à notre moment AO, qui est le fait de mettre plein d'éléments partout, de différentes intensités et tous liés à différentes choses. Ensuite, il y a le I ouf yes. En gros, ça, c'est on va dire des sensations, surtout de joueurs, j'ai envie de dire, mais qui sont liées à votre transparence sur les jets de dés et au fait de respecter l'agentivité des joueurs. Et ensuite, il va y avoir toutes les autres émotions qu'on identifie plus facilement comme des émotions comme celles qu'on pourrait avoir au cinéma, genre la peur, la tristesse, l'attachement, la joie, le côté épique. Et tout ça, en fait, je pense, ces émotions-là, elles vont se créer au fur et à mesure que la fiction va se construire. Elles vont être plus difficiles à provoquer, c'est mon opinion là-dessus. Et enfin, un dernier truc que j'aimerais dire, c'est que on pourra peut-être creuser ça, peut-être que je vais, à force d'explorer un peu plus, maintenant que j'ai identifié ce terme des moments, j'aurai d'autres choses à vous partager là-dessus, et peut-être que vous avez déjà des choses à partager en commentaire. Pour l'instant, on va en rester là sur l'aspect technique, j'ai envie de dire. Mais j'ai juste envie de conclure sur le côté expression de ces sentiments. Il faut aussi bien comprendre, et je sais que c'est parfois difficile à avaler, surtout en tant que maître de jeu, c'est que les gens n'expriment pas aussi leurs émotions pareilles. En fait,
Je pense honnêtement que certains joueurs ressentent bel et bien des émotions, qu'en fait on ressent tous des émotions, mais pas avec la même intensité, pas les mêmes choses, mais surtout qu'on les exprime pas tous de la même façon. Il y en a qui vont être introvertis, il y en a qui vont beaucoup plus exprimer leurs émotions, et tous ressentent des choses en fait. C'est là où je différencierais aussi un petit peu le fait de ressentir des émotions et l'immersion. Même si le fait d'être immergé va forcément faciliter le fait de ressentir des émotions, je pense que vous, ce que vous devriez rechercher en tant que maître de jeu la plupart du temps, c'est rechercher l'immersion des joueurs plutôt que de leur provoquer des émotions spécifiques. Laissez-leur vivre les émotions qui leur viennent via l'expérience de jeu, via l'interactivité. Là où vous avez peut-être des petites billes un peu plus, c'est des petits leviers à activer, c'est sur l'immersion. Et peut-être qu'il faudra faire une vidéo sur l'immersion, parce que l'immersion, c'est pas forcément être immergé dans son personnage. C'est pas forcément croire complètement à l'existence du monde dans lequel on joue. Pareil, il y a plusieurs formes d'immersion. Allez, on traite ça en 2-2, mais peut-être que ça vaudrait le coup de faire une autre vidéo plus tard là-dessus. Mais en fait, l'immersion, c'est simplement le fait de ne pas penser à autre chose pendant la partie. Des fois, vous allez rien pouvoir y faire. La personne, il se passe vraiment des choses dans sa vie à côté qui font qu'il pense à autre chose. Mais sinon, la plupart du temps, vous pouvez aider, je pense, l'immersion en proposant de la variété. Mais en fait, ça se recoupe un petit peu. En proposant de la variété, en essayant que la parole circule bien, en demandant aussi aux gens, en fait, ce qu'ils recherchent. Et l'immersion, en fait, c'est le moment où, pendant un moment, on va oublier le reste de notre vie et ce qui se passe autour, et on va être concentré dans la partie. Ça veut pas dire qu'on va se croire dans le monde fictif, etc. Encore une fois, on peut être immergé dans un jeu de société. On peut être immergé dans une conversation, simplement sur un sujet particulier qui nous fait oublier notre travail, ce qu'on doit faire après, le truc qui nous est arrivé juste avant la partie, vous voyez. C'est ça l'immersion. Donc l'immersion, ça, je pense que il y a vraiment des leviers pour le faire. Par contre, les émotions précisément ressenties, beaucoup plus difficiles à contrôler. Et c'est frustrant quand les gens ne nous donnent pas beaucoup de feedback sur leurs émotions. Par exemple, les gens qui sont un petit peu égaux à eux-mêmes, qui sont un certain flegme, etc. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de retour qu'on n'a pas ressenti d'émotion, en fait. Que vous n'avez pas de feedback direct. Et pour obtenir ce feedback, pareil, on pourrait s'étendre pendant des plombes sur les différentes manières, mais vous avez plusieurs leviers, je pense. Vous pouvez déjà laisser le temps à la confiance de s'installer. Il y a des gens, en fait, ils vont pas dire ce qu'ils pensent tant qu'ils n'auront pas installé une certaine confiance dans la relation qu'ils vont avec les gens, parce qu'ils ont peur de blesser, etc. Et c'est pas une faiblesse d'avoir peur de blesser les autres. Au contraire, je pense que ça part d'un bon sentiment. Et qu'en réalité, quand on est avec quelqu'un qu'on va peut-être jamais revoir, etc., honnêtement, parfois, on n'est pas obligé d'entrer dans le cœur et de donner les feedbacks, de livrer nos pensées à chaud, forcément de manière brute comme ça. Chacun, en fait, se positionne comme il veut sur le feedback. Il n'y a pas forcément de bonne manière de faire le feedback. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plus la confiance va s'installer, à mon avis, plus il y a de chances que le feedback arrive, qu'on vous dise ce qu'on a pensé de la partie, etc., etc. Je pense aussi que on peut aussi il faut profiter des petites victoires. Si vous êtes avec des gens qui font peu de feedback, si vous en font un petit, c'est déjà bien. Et si à la fin d'une partie, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus dans la partie, qui s'est un peu plus exprimé, etc., c'est déjà une victoire. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que tout le monde soit en mode « Ouah, je chiale parce que le premier PNJ que j'ai rencontré est mort ». Non, il y a peut-être des gens qui sont comme ça, mais c'est pas la majorité des gens, en fait. Et faut pas essayer de forcer les émotions, je pense aussi, et surtout forcer des émotions spécifiques. Je pense que vous êtes juste là pour partager le moment avec les autres, vous voyez. Et un autre moyen aussi d'obtenir des feedbacks, peut-être pour ceux qui s'expriment moins directement, c'est de leur demander à l'écrit ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont pensé de la partie, etc. Et de laisser le temps au temps. Et ça marche. En fait, si je vous dis ça, c'est parce que, à titre personnel, je travaille de près ou de loin avec le milieu managérial. Alors, je sais que c'est un gros mot pour certains, mais grosso modo, comment travailler en équipe, etc. Et en fait, ça fait partie du truc. Hein. La confiance, c'est primordial qu'elle s'installe petit à petit pour qu'on commence à libérer la parole dans un groupe, quoi. Quelqu'un qui a aucun filtre, honnêtement, c'est aussi une exception, vous voyez. Et c'est pas toujours bien, d'ailleurs. Des fois, c'est cool d'avoir quelqu'un qui, waouh, il est super expressif et vous dit, oh, j'ai trop kiffé ça, ah, ça, j'ai moins aimé. Parce que vous aimez bien avoir du feedback. C'est un peu relou de faire des trucs et d'avoir aucun retour. Parfois, trop de feedback, ça vous inonde aussi, vous voyez. Donc, voilà. Je pense qu'il faut accepter ce qu'on a, quoi, et pas se dire trop rapidement mon jeu il provoque zéro émotion et tout. Pas essayer de chercher forcément à provoquer des émotions spécifiques. Poser des moments, par exemple un objet qui va faire un lien avec une scène passée, un PNJ qui va faire un lien avec un autre truc, etc. Créer des trucs qui sont liés entre eux, et en fait les émotions vont se créer toutes seules dans la vraie vie.
vous ressentez des émotions, mais il n'y a pas quelqu'un qui a écrit votre histoire à l'avance, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu débile, mais honnêtement, là, ça me vient à l'esprit et je me dis, c'est quand même ça, quoi. Dans la vraie vie, tout le monde essaye pas, tout le monde autour de vous n'essaie pas de provoquer des émotions. C'est le fait d'avancer et qu'il y a des choses qui fassent écho à des trucs qui sont passés avant et tout, qui vont créer des liens et qui vont créer des émotions. En fait, ça se crée de manière assez organique, je trouve, les émotions. Ensuite, il y a un dernier point à aborder, mais que honnêtement, je pourrais pas vous donner énormément de conseils là-dessus. C'est qu'effectivement, il y a aussi une manière peut-être de poser sa voix pour créer de l'émotion. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir s'appuyer sur des compétences d'acteurs en fait pour créer de l'émotion. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure que les films, tout ça, parfois vous allez voir des films différents et ils vont pas vous provoquer les mêmes émotions. Mais parfois vous allez voir cet acteur et cet acteur il crée toujours de l'émotion chez vous. Déjà, est-ce que c'est pas en partie aussi parce que vous êtes attaché à cet acteur, hein. Vous l'avez vu dans plusieurs films et de plus en plus vous comprenez son jeu, etc. Peut-être qu'il y a de ça. Puis après, bien sûr, il y a le côté, l'acteur, peut-être qu'il arrive à transmettre des émotions très très fortes et tout. Mais ça, honnêtement, c'est une compétence que je pourrais pas vous apprendre parce que je ne l'ai pas. Et je pense aussi qu'elle, encore une fois, ne dépend pas que de vous. Même si vous êtes un excellent acteur, il y a des gens chez qui ça va pas provoquer d'émotion, le fait que vous commenciez à jouer super bien. Donc ouais, il n'y a pas de 100%. Il y a des gens, le fait de vous voir, vous, un autre être humain, en face, commencer à se faire passer pour quelqu'un d'autre et pleurer devant, etc., ça va juste créer de la gêne, du cringe, littéralement. Et donc, effectivement, vous aurez créé une émotion chez eux, mais encore une fois, vous n'êtes pas bien certain que vous aurez créé exactement l'émotion que vous vouliez créer chez eux, vous voyez? Voilà, je pense que j'ai fini un peu de faire le tour de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en aurez pensé, mais est-ce qu'il y a des trucs à en tirer? J'espère que vous aurez réussi à récupérer un petit peu des choses techniques à faire avec le « Ah !» foreshadowing, « What the fuck ?» contraste haute-basse intensité, le « ouf !» Ah et le « aïe 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 !» des jets de dés, le « waouh !» c'est peut-être ça plutôt le « waouh !» plutôt que le « AO !» Le waouh, c'est waouh, j'ouvre une porte dans cette ville et il y avait un truc. Waouh, je vais parler à un mec au pif dans cette auberge et en fait, ce mec, il avait une histoire. Ça, c'est l'effet waouh, le monde existe. Et enfin, le côté chaleureux, attachement au personnage qui va se créer en jouant le quotidien et en laissant le temps au temps. J'espère que ça, vous arriverez à trouver un moyen de le mettre en application. Si vous avez d'autres pistes à avancer et si vous avez d'autres questions, bah moi, je suis très content d'explorer ce sujet avec vous. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir, si vous en avez la possibilité et la volonté de soutenir le Tipeee, si vous n'en avez pas la possibilité ou pas la volonté, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de vous justifier, mais si voilà, vous voulez aider la chaîne, etc., et soutenir toutes les vidéos qui sortent en ce moment, en plus il y en a plein en ce moment, j'espère que vous êtes contents, n'hésitez pas à passer sur Tipeee, honnêtement ça fait la différence, c'est ça qui fera le plus de différence à terme d'ailleurs, parce que même si actuellement j'ai mis un petit peu de publicité, etc., pour commencer à essayer de me rémunérer avec la chaîne, parce que je vais avoir besoin de gratification si je continue à faire des vidéos à ce rythme, je vous prie de le croire. Même s'il y a la publicité et tout, honnêtement, déjà la publicité c'est chiant. Alors si par une raison X ou Y, je pouvais m'en passer, ce serait trop cool. Et surtout, c'est clairement moins fort que de voir des gens qui soutiennent le travail derrière, qui ont la volonté de le faire. C'est beaucoup plus cool. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à passer sur le Discord, et puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ pour un futur atelier, la Shadow March, les histoires de Shadow Dark, tout ça. Et bon jeu à vous!